Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd de la réglementation environnementale, la loi 96-41 sur la gestion et l'élimination des déchets. Alors pour tous les leaders industriels et les responsables HSE qui nous écoutent, on le sait très bien, comprendre les rouages de cette loi, ce n'est vraiment pas juste pour la beauté du droit. C'est une urgence opérationnelle de tous les jours. Considérez cette analyse comme votre feuille de route absolue pour garantir la conformité d'un site. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer ce texte, identifier les responsabilités légales qui sont, disons-le, implacables pour les producteurs et passer en revue les obligations très spécifiques pour ceux qui gèrent ces matières au quotidien, particulièrement quand on parle de déchets dangereux. Alors, quel est notre plan d'attaque? D'abord, on va expliquer les fondements de la loi 96-41. Ensuite, on se penchera sur les responsabilités des producteurs de déchets. En 3, on parlera des autorisations et de l'élimination conforme. Puis, on fera un focus crucial sur les exigences liées aux déchets dangereux. Et enfin, on terminera sur l'inspection et le rôle clé des équipes HSE. Bref, on va balayer chaque point de douleur opérationnel. C'est parti pour notre première partie, le mandat et la protection globale visée par cette loi. Le but ultime de ce texte, c'est la protection des écosystèmes. Et pour bien comprendre comment il fonctionne, il faut impérativement maîtriser son vocabulaire. Légalement, un déchet, c'est toute substance ou produit dont son détenteur doit se défaire. Jusque-là, c'est assez simple, mais attention, la ligne de démarcation essentielle, c'est celle des déchets dangereux. Là, on ne laisse pas de place à l'interprétation. Il s'agit d'une liste très précise, fixée par décret, basée sur les constituants et la dangerosité des matières polluantes. Et puis, il y a le terme gestion. Gérer un déchet, ce n'est pas juste le mettre dans une benne et l'oublier. Ça englobe absolument tout le cycle de vie, la collecte, le transport, le traitement, la valorisation, l'élimination finale, mais aussi, et on l'oublie souvent, le contrôle permanent et la surveillance continue des décharges. Avoir ces 3 définitions en tête, c'est littéralement la fondation de toute votre stratégie de conformité. Passons maintenant à la deuxième étape, la réalité opérationnelle et les responsabilités qui pèsent sur les producteurs. Les articles 4 à 9 de la loi posent un principe d'une clarté redoutable. Toute activité qui produit des déchets a l'obligation stricte de s'assurer que leur élimination ne va dégrader ni les paysages, ni les sols, ni la flore, ni la faune. L'air et l'eau doivent rester intacts, tout comme la santé publique, y compris face aux nuisances sonores ou olfactives. C'est ce qu'on appelle une obligation de résultat. Et attention, l'article 5 est très clair sur ce qui se passe si on traîne des pieds. L'autorité compétente met l'industriel en demeure. S'il n'y a pas de réaction dans les délais impartis, l'État ordonne lui-même l'exécution d'office des travaux d'élimination. Et devinez quoi? La facture totale est envoyée directement aux contrevenants. Dans les cas d'urgence absolue, ils interviennent même sans aucun préavis. Quand on voit les volumes massifs générés par l'industrie, les lignes rouges fixées par la loi prennent tout leur sens. L'article 7, par exemple, prononce une interdiction absolue d'incinérer des déchets à l'air libre ou de les utiliser comme combustible, à l'exception très spécifique des déchets végétaux. L'incinération, c'est uniquement dans des établissements autorisés. Point final. Mais là où la loi frappe fort, c'est à l'article 8. Elle ancre la conformité dans une réalité sonnante et trébuchante. Concrètement, toutes les dépenses pour les analyses et les expertises techniques requises par la loi, qui peuvent très vite chiffrer, sont à la charge exclusive du producteur ou du détenteur. Autrement dit, chaque test, chaque vérification de conformité, c'est le pollueur qui paye. Et c'est parfaitement résumé par cette citation directe de l'article 9. La responsabilité légale repose fermement sur les épaules du producteur, du distributeur et du transporteur. Il y a une obligation indéniable de récupérer les déchets issus des produits mis sur le marché. Ça va même plus loin. Les autorités peuvent exiger des industriels qu'ils participent financièrement et logistiquement à des systèmes globaux de récupération, y compris pour des déchets venant de produits similaires aux leurs. Bref, la responsabilité d'une entreprise ne s'arrête pas au portail de son usine. Ce qui nous amène à notre troisième partie, le cadre procédural pour obtenir les autorisations et éliminer ces déchets en toute légalité. Parce que oui, produire des déchets est inévitable, mais s'en débarrasser légalement est une autre paire de manches. L'article 25 est sans appel. Il est strictement interdit de refiler ces déchets au premier venu. Si on détient des déchets, on est obligé de les remettre à un organisme public ou privé qui possède les autorisations adéquates pour la collecte et l'élimination. L'autre option, c'est de gérer l'élimination ou la valorisation soi-même, en interne. Mais attention, cette voie n'est possible que si l'entreprise respecte à la lettre un cahier des charges techniques et légal extrêmement lourd. Et justement, parlons-en de ce cahier des charges. L'article 26 définit la liste de contrôles pour décrocher le fameux sésame. Tout site qui collecte, trie, stocke ou élimine des déchets doit obtenir une autorisation préalable du ministère de l'Environnement. Pour les équipes HSE, c'est un point de vigilance absolu. Pourquoi? Parce que cette autorisation n'est pas un laissez-passer général. Le dossier doit stipuler de manière ultra précise les types exacts de déchets
et leur quantité. La traçabilité doit être totale, on ne peut pas faire d'approximation. Un autre point fondamental à retenir, la responsabilité dans le temps est presque sans fin. L'article 23 indique très clairement qu'à la fermeture définitive d'une décharge ou d'un centre de stockage, l'exploitant a l'obligation de réaménager le site. Le but, c'est le retour à l'état initial, ni plus ni moins, pour prévenir tout risque futur de pollution ou de danger sanitaire. On ne peut jamais simplement éteindre la lumière, fermer la porte et laisser un site industriel à l'abandon. Allez, on entre maintenant dans la zone à très hauts enjeux, la 4e partie sur les déchets dangereux. C'est là que la réglementation devient vraiment intransigeante. L'article 32 pose une interdiction absolue. Il est formellement interdit de mélanger différents types de déchets dangereux entre eux et totalement interdit de les mélanger avec des déchets non dangereux. Et ça, sur un site de production qui tourne à plein régime, c'est l'un des pièges les plus classiques. Le tri et la ségrégation à la source ne sont pas juste de bonnes pratiques, c'est la loi. Les rares exceptions nécessitent l'aval des autorités et seulement si le mélange améliore la sécurité du traitement. Par défaut, la règle, c'est une séparation chirurgicale. Pour bien cadenasser tout ça, l'article 36 impose un parcours logistique ultra strict en 4 étapes pour les matières dangereuses. Dès qu'un déchet est produit, il faut un emballage spécifique et résistant, un étiquetage sans la moindre ambiguïté sur les risques, un stockage dans des zones exclusivement dédiées et un transport hyper sécurisé. Si une seule de ces étapes ne répond pas aux normes actuelles, c'est tout l'édifice de conformité de l'entreprise qui s'écroule. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la 5e. L'inspection et la réalité du rôle HSC sur le terrain. S'il y a bien une chose à retenir ici, c'est que la transparence est obligatoire. Pas question de cacher la poussière sous le tapis. L'article 44 crée une obligation légale de signalement. En cas d'accident, de risque ou de danger imminent pour la santé ou l'environnement impliquant des déchets dangereux, il faut alerter les autorités compétentes sur le champ. Que ce soit une fuite pendant le stockage, un incident de transport ou de traitement, espérer régler le problème discrètement en interne n'est tout simplement pas une option légale. Et pour s'assurer que tout le monde joue le jeu, l'administration a de vrais moyens de pression. L'article 45 nous rappelle que les agents et experts du ministère de l'Environnement ne sont pas de simples consultants qui viennent faire un audit amical. Ils sont assermentés et détiennent de véritables pouvoirs de police judiciaire. Ils entrent sur les sites pendant les heures de travail, mènent des inspections régulières, mais surtout des inspections totalement inopinées. Et en vertu de l'article 36 qu'on a vu juste avant, ils peuvent saisir immédiatement des cargaisons ou des stocks non conformes. Le risque juridique et opérationnel est donc direct. Après avoir décortiqué tout ça, l'interdiction stricte de mélanger les flux, les lourdes responsabilités financières et surtout le pouvoir d'intervention directe et inopinée des inspecteurs, il y a une question cruciale qui s'impose. Réfléchissez-y bien. Les processus actuellement en place sur vos sites garantissent-ils vraiment à 100% une conformité totale si un inspecteur débarque sans prévenir demain matin ? C'est le grand défi que chaque leader de notre secteur doit relever pour sécuriser ses opérations. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Un grand merci d'avoir suivi ces explications avec nous et à très bientôt pour décrypter de nouveaux enjeux.